Tous les ans, la même scène se joue en NBA et dans les autres ligues nord-américaines. Les plus grands cerveaux se réunissent. Les plus grands penseurs de chaque équipe discutent sur l'avenir de leur franchise. Ils cherchent un moyen de gagner, de faire prospérer leur équipe. Depuis quelques années, la réponse est souvent la même. On va perdre, on va faire en sorte que cette année notre équipe coule, on va tanker. Vente des meilleurs joueurs, simulation de blessures, coaching discutable, certains entraîneurs auraient même des primes pour chaque défaite. Et oui, c'est paradoxal, mais avec le pire bilan de la ligue, les Wizards vont récupérer le meilleur jeune. Ils ont tout fait pour perdre et sont récompensés. En France, au foot, le FC Nantes a appliqué la même stratégie, mais va plutôt perdre des millions, ses meilleurs joueurs, et sa place en Ligue 1. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser ce phénomène par les statistiques. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Comment différencier une équipe qui tank d'une équipe juste nulle ? Et enfin, est-ce que la réforme votée la semaine dernière va tout changer ? On verra qu'au final, ce phénomène est peut-être plus sain qu'on ne le pense. Alors vous allez voir que dans cette vidéo, j'ai dû lire un paquet d'articles et quelques travaux de thèse aussi. C'est parfois pas simple de les trouver, donc pour m'aider dans mes recherches, je me suis aidé du sponsor de cette vidéo, Mammouth AI. Ça va me permettre de vous dire comment j'utilise l'IA sur la chaîne. Alors déjà, le Mammouth il est français, c'est important je trouve. Il vous permet d'avoir accès aux meilleurs modèles d'IA, le tout dans la même interface. Donc Claude, Mistral, Gemini, etc. Et le tout à partir de 10 € par mois. Donc moi je m'en sers pas pour écrire mes scripts, je préfère y passer 2 semaines et faire des nuits blanches, chacun son choix. Je m'en sers surtout pour m'assister dans mes recherches. Par exemple là je lui demande les papiers et les articles de référence sur le tanking avec Perplexity. Ce que j'aime bien avec ce modèle, c'est qu'il donne des sources très précises. Donc là, par exemple, le premier lien, c'est vers le site du Paris Basket, pour une définition assez simple. Mais à chaque fois dans le texte, il y a aussi des liens cliquables. Ici, par exemple, sur des choses plus académiques. Bon, mais ça arrive que la réponse ne nous convienne pas. Et ce qui est bien avec Mammouth AI, c'est qu'il nous permet de reprompter. Donc là, je vais demander à Gemini Pro, par exemple, ce qu'il en pense. Et là, il me dit « Salut, excellent sujet pour une vidéo ». Donc moi, ça j'aime bien. Plaisante, l'outil vous permet aussi de choisir le type de recherche que vous voulez faire. Par exemple, vous pouvez choisir le modèle léger, moins gourmand en ressources et aussi plus rapide. Alors je vous laisse tester par vous-même en fonction de vos besoins. Merci à Mammouth AI d'avoir sponsorisé cette vidéo. Nous, on y retourne. Rapidement, définissons le phénomène. Dans les ligues fermées, il n'y a pas de relégation. Quand on est dernier, on est juste dernier et on revient l'année suivante. Encore mieux, plus on finit bas au classement, plus on a de chances de recruter de meilleurs talents. C'est la draft. Alors en fonction des ligues et des époques, il y a différents systèmes, on va en parler. Retenez pour l'instant qu'en principe, les moins bonnes équipes accueillent les meilleurs jeunes. Le tanking, c'est profiter de ce système. On abaisse artificiellement son niveau pour augmenter nos chances à la draft. C'est important de le préciser. En principe, ça n'a rien à voir avec des matchs truqués, les paris sportifs, etc. Rien de répréhensible pénalement, mais plutôt éthiquement. Ce ne sont pas les joueurs qui baissent leur niveau, mais plutôt la direction qui crée un contexte où la défaite est plus probable. On va voir comment juste après. Évidemment, on connaît pas ça sur nos ligues ouvertes, elles sont basées sur le mérite sportif. Les premiers remportent de plus grosses sommes. Les clubs forment eux-mêmes les joueurs, on risque la relégation. Faire exprès de perdre n'a pas de sens tellement la relégation est terrible. Perte de joueurs et de sponsors, colère des fans, etc. Les ligues américaines sont basées sur d'autres piliers autour de l'égalité des chances. Les profits sont redistribués entre les équipes, les meilleurs talents vont chez les derniers, pas de relégation. Ce sont deux systèmes qui s'opposent. Ça peut être dur à avaler, les meilleurs jeunes chez les pires équipes, on récompense donc la médiocrité, certains pourraient en profiter. Pourquoi juste ne pas supprimer ce système ? Laisser les jeunes aller là où on les paye le plus. Juste un petit rappel, sur les 8 dernières saisons, il y a eu 8 champions différents. Là, comme ça, je vois pas d'autres ligues avec autant de pluralité. Tout est fait pour que chaque équipe puisse avoir sa chance. Cette incertitude rend la ligue attractive. 28 franchises sur 30 ont fait des bénéfices l'an dernier, c'est seulement 8 au top 14 et en Ligue 1. Dans les ligues nord-américaines, tout le monde peut gagner le titre et y faire des profits aussi. Ce système permet aux franchises de connaître des valorisations croissantes et bien supérieures au modèle des ligues ouvertes. Bon, on dirait que je fais la promotion de ce système, alors vraiment pas du tout. J'aime la promesse qu'un club d'une petite ville puisse gravir les échelons s'il fait les bons choix, et qu'au contraire les mauvais choix soient sanctionnés. Sportivement, c'est bien plus intéressant ce qu'on a en Europe, en Afrique ou ailleurs, mais objectivement, économiquement, les ligues fermées s'en sortent mieux. Ok, on retourne sur le tanking. De prime abord, on pourrait penser que faire exprès de perdre, à la limite pour avoir un bon jeune, ça semble un peu démesuré. Pourquoi c'est aussi intéressant de tanker, en particulier au basket ? Il y a de nombreux exemples de tanking. Le plus ancien en NBA, ça serait les Houston Rockets, qui en 1984 font un peu trop tourner, afin de finir dernier et drafter Hakeem Olajuwon. Plus récemment, on peut évidemment penser aux Spurs et à Wembanyama, mais aussi des contre-exemples, comme les Sixers de Philadelphie, qui malgré un gros tanking, n'ont pas gagné de titre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au basket, chaque individu peut avoir un impact majeur. Il n'y a que 5 joueurs par équipe sur le terrain, une douzaine au total dans la rotation.
Dans les autres ligues majeures, c'est 2 à 5 fois plus. Chaque joueur peut avoir un impact bien plus élevé en NBA. Ok, regardez ce graphe. J'ai totalisé la moyenne de points, de rebonds, de passes décisives en fonction du rang où les joueurs ont été draftés depuis 2001. Donc par exemple en moyenne, le premier choix de draft, comme Wemby ou LeBron, contribue à 27 points, assists et rebonds par match sur l'ensemble de sa carrière. 12 de plus que le 10e. Je lisse un peu les données, voilà. On peut voir que cette courbe n'est pas linéaire, elle a plutôt une allure logarithmique. En gros, avancer d'un rang à la draft n'est pas aussi puissant dans les choix bas que dans les choix hauts. Concrètement, en passant du 25e au 20e pic, on gagne 1 point de statistique, du 6e au 1er, on en gagne 11. Cette non-linéarité, elle est hyper importante. C'est une caractéristique que l'on observe encore mieux avec certaines stats avancées. Par exemple ici, j'ai représenté le win share. C'est une stat qui mesure à quel point un joueur contribue à la réussite de sa franchise en gros. Ça va nous permettre de comparer avec les autres ligues nord-américaines. J'ai trouvé un article qui a fait ce travail. On retrouve notre courbe logarithmique. Alors dans les autres disciplines, c'est bien plus plat. La position dans laquelle on choisit son pick a moins d'importance. Faut parler d'un autre argument un peu technique. Le salaire des rookies est contenu pendant quelques années. Wemby, 3e du classement MVP, ne coûtera que 16 millions l'année prochaine, loin des 50 à 60 millions des autres stars. C'est intéressant vu des plafonds de salaire imposés actuellement aux équipes. Alors ces avantages ont poussé quelques chercheurs à quantifier l'incitation au tanking. Ils ont appliqué une théorie économique appelée la théorie des tournois. C'est une théorie qui nous vient du beau monde entrepreneurial, mais qui est observable aussi en économie du sport. Par exemple, au tennis, si vous regardez les pyramides de gains des tournois, vous pouvez remarquer qu'elles ne sont pas linéaires. Plus on passe les tours, plus les gains augmentent. Ça doit vous rappeler quelque chose qu'on vient d'évoquer. Si les gains étaient linéaires, disons 100 000 € par tour, un joueur qui atteint les quarts toucherait 400 000 €. Il n'aurait plus que 300 000 € à gagner. Évidemment, le prestige joue, mais on est dans la théorie là. Il faut donc augmenter les gains à chaque palier pour garder une carotte alléchante. Appliquée aux ligues américaines, cette théorie dit qu'une fois que les équipes savent qu'elles ne peuvent plus jouer le titre, elles vont prendre le choix le plus rationnel. Pas se battre pour une 10e place anonyme, mais plutôt de plonger au classement pour aller chercher un meilleur jeune. D'autant que comme les gains d'un tournoi au tennis, la récompense, ici les jeunes draftés, n'a pas un niveau proportionnel au classement. Descendre d'une place peut permettre d'avoir un joueur 2 fois plus fort en gros. Le tanking, c'est pas un manque d'ambition, c'est une réponse rationnelle à un système qui récompense énormément le fait d'être dernier. Bon, évidemment, tout ça, c'est de la théorie. Si on se réfère à la théorie des tournois, la décision la plus rationnelle, c'est de tanker. Si on n'a plus rien à jouer, autant augmenter ses chances pour le futur. Heureusement, toutes les équipes ne font pas ça. C'est une sorte de dilemme du prisonnier. Si tout le monde joue clean, dans l'intérêt collectif, on l'a vu, la ligue est attractive. Les gens viennent au stade, regardent les matchs, les propriétaires s'enrichissent. À la fin de l'année, les franchises les moins fortes sont aidées pour se battre à l'avenir et perpétuer le cycle. Mais chaque franchise, dans son intérêt individuel, a plutôt intérêt à tanker, on l'a vu. Le problème, c'est que si chaque équipe raisonne comme ça, le spectacle devient médiocre, et si une équipe tank, ça pousse aussi les autres à tanker encore plus fort. Une compétition vers le bas. À terme, la ligue se dévalue et tout le monde y perd. C'est le piège de la rationalité. Ce qui est logique pour une équipe toute seule devient une catastrophe quand tout le monde le fait. Tous les acteurs y sont perdants, les joueurs qui y perdent, les fans qui payent pour ça, les propriétaires avec une ligue qui se dévalue. Comment faire en sorte que les équipes ne prennent pas le choix le plus rationnel du tanking ? Une réponse pour freiner le phénomène, c'est évidemment de sanctionner celles qui tankent. Mais comment différencier une équipe qui tank d'une équipe qui est vraiment nulle ? On va se lancer dans une petite enquête pour déceler les caractéristiques d'une équipe qui fait tout pour perdre. Une chose assez simple pour commencer, c'est de comparer les attentes de début de saison contre les résultats réels. Donc je prends les prédictions de Basket Référence, qui fait référence dans le sujet, et on compare avec le classement réel de fin de saison. On met ça dans un graphe pour que ça soit plus clair, voilà. On voit que certaines équipes s'en sortent bien mieux que prévu, les Spurs en particulier, avec 18 victoires en plus que prévu. On peut citer les Suns, les Pistons et les Hornets aussi. Mais nous, on cherche les déceptions. On y trouve les Pacers, Dallas, les Bucks, les Kings, les Warriors. Alors directement, le gros point noir de cette analyse, c'est que durant une saison, il peut y avoir des blessures. Butler pour les Warriors, Antetokounmpo pour les Bucks. À ce stade, on ne peut pas savoir si ces équipes ont tanké ou si elles ont vraiment subi les blessures. Bon, et surtout c'est paradoxal, mais ces estimations prennent en compte les équipes qui avaient prévu de tanker, même avant le début de la saison. Les Nets, les Wizards, etc. Donc en plus de nos 4 suspects, on en a 3 autres qui posent question. Il faut regarder un peu plus ce qui se passe pendant la saison. Bon, là il va me falloir plus de stats. Beaucoup plus de stats. J'ai trouvé une base qui renseigne le résultat de tous les matchs depuis 1947. On y trouve pas mal d'infos.
Le résultat, heureusement, mais aussi le type de panier marqué, etc. Pour l'instant, je cherche une mesure très simple. Regardez le nombre de blowouts, les dérouillés, les raclés en français, les matchs perdus de plus de 20 points. Signe d'un écart de niveau conséquent. J'arrive à isoler cette information et j'en fais l'historique. Clairement, on voit une tendance. Depuis les années 2010, les blowouts sont en roue libre. Je trouve aussi que l'écart moyen d'un match NBA est de 13 points, le plus grand écart jamais observé. Encore une fois, c'est pas une preuve de tanking, mais un indice, notamment sur les écarts de niveau dans la ligue. Elle serait de plus en plus polarisée. L'écart entre les meilleurs et les pires augmente. Sans trop de surprise, on retrouve nos usual suspects, Wizards, Nets, Kings, Pacers, etc. Les Lakers sont là aussi surprenamment. Mais une équipe, elle peut se prendre une raclée juste parce qu'elle est nulle, sans intention de perdre. Il faut rajouter un indicateur, c'est le moment de l'année où elle s'est prise cette raclée. Donc j'ai continué ma petite enquête en regardant pour chaque équipe le nombre de blowouts par mois. Je fais ce graphique qui donne la chance qu'un match d'une franchise soit une défaite de plus de 20 points, et ça au fil de la saison. Par exemple là, on voit les blowouts des Wizards. En novembre, c'était une chance sur 2 de perdre de plus de 20 points. Gourmand, mais c'est constant dans l'année. On pourrait suspecter un tanking si ce nombre de blowouts augmente au fil de la saison. En gros, une fois que l'équipe a compris qu'elle n'irait pas en play-off, elle tente plutôt de jouer la draft. C'est une mesure que je vois chez les Bucks et les Grizzlies par exemple. Mais encore une fois, les blessures de joueurs clés peuvent fausser ce constat. Un mauvais calendrier aussi, ça peut jouer. Bon, par contre les Nets, je crois que ça confirme un peu la suspicion. Je pense qu'on peut et qu'on doit aller encore plus loin, en espérant ne pas vous perdre avec les stats. On a zoomé sur le contenu de la saison, il faut aller encore plus finement et analyser le contenu des matchs. Et là, je me rappelle que j'ai le nombre de points par quart-temps. Imaginons qu'une équipe est en train de gagner alors qu'il ne reste que 12 minutes. Ça pourrait être suspect que cette équipe régulièrement perde des matchs serrés. Cette année, le Jazz et les Wizards se sont régulièrement passés de leurs meilleurs joueurs dans le dernier quart-temps. Des combinaisons de joueurs un peu hasardeuses ont été testées. Certains joueurs ont été recrutés dans les ligues inférieures et ont eu du temps de jeu conséquent juste pour jouer les derniers quarts. Les choix des coachs sont aussi souvent discutables, pas de temps mort posé par exemple. Alors j'ai essayé de vérifier ça dans les stats, mais cette piste n'a pas donné grand-chose. Là je vous affiche les défaillances dans le dernier quart-temps, on ne retrouve pas nos suspects initiaux. Bon, déjà pour mesurer une défaillance, il aurait fallu que l'équipe mène au troisième quart, assez rare pour les équipes en question. Mais le plus parlant, parfois, c'est de sortir des stats et juste de regarder les matchs. Le Jazz, récemment, a accumulé les choix douteux dans le dernier quart-temps. Ça a été si flagrant que la franchise a pris une amende de 500 000 $, l'équivalent de 2 jours de salaire pour les stars laissés sur le banc. Pas de quoi faire changer de stratégie. Allez, une dernière catégorie, celle qui est la plus visée par la NBA, prétendre qu'un joueur n'est pas apte à participer au match. Une fausse blessure ou du repos donné, on appelle ça le load management. Sur 82 matchs, ça peut se comprendre, mais cette stratégie se répand. Les stars se reposent de plus en plus régulièrement. Ça peut être embêtant, je connais des fans qui ont réservé 4 mois à l'avance pour voir les Clippers, et qui, le jour de match, voient leurs stars rester sur le banc. La NBA est particulièrement vigilante sur les plus gros matchs diffusés sur les chaînes nationales, où il est interdit de reposer les joueurs All-Star. Alors là, j'ai galéré à trouver des sources pour suivre le phénomène. La NBA publie bien un rapport sur les joueurs blessés, avec les raisons à chaque fois, mais impossible pour moi de dire si c'est légitime ou non, c'est un peu l'idée aussi derrière. Une étude a fait ce boulot et montre qu'il y a bien une hausse des joueurs reposés sans blessure. Les équipes déjà éliminées des playoffs sont surreprésentées, donc potentiellement pour perdre. Elles se défendent que c'est pour faire jouer les jeunes ou tester des trucs, ça peut s'entendre aussi. Bon, on vient de voir une diversité de critères. Certains sont assez intéressants, mais les équipes sont rusées et se cachent bien. Certaines franchises auraient même mis en place des inverse analytics. Ce sont des stratégies inversées pour faire jouer ensemble les joueurs les moins compatibles sans se faire remarquer. En NFL, un coach aurait même 100 000 $ pour chaque défaite. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il est devenu impossible de distinguer une équipe qui tank d'une équipe qui se reconstruit. C'est un problème que nous prenons très au sérieux et nous allons y remédier. Adam Silver. Si les analytics de la NBA n'arrivent pas à déceler une équipe qui tank, je vais pas prétendre en avoir la capacité, même si parfois c'est évident. Je vous ai donné les quelques caractéristiques qui font consensus aujourd'hui. Les erreurs stratégiques de fin de match, le recrutement de joueurs pas au niveau, le repos des meilleurs joueurs. Et puis on n'a pas évoqué les équipes qui font les mauvais choix en dehors du terrain. Transfert des meilleurs joueurs pendant l'été, accumulation de jeunes non compatibles, etc. Si on sanctionne les équipes qui jouent mal, est-ce qu'on ne devrait pas aussi sanctionner les équipes qui se gèrent mal ? Bon, c'est un autre débat. Et on l'a évoqué, mais le pire, je trouve, c'est pour les fans. Voir son équipe, parfois sur plusieurs années, sous-performer volontairement, ça peut être rageant. Mais cette histoire de cycle est bien intégrée. Pas mal de fans le prennent avec optimisme et avec du recul, comme à Philadelphie où on trust the process. On fait confiance au processus.
On a pu observer le même effet dans d'autres ligues. Est-ce qu'il faut changer complètement ce système ? Ça a créé des saisons bien pourries dans certaines franchises. Petit quiz, c'était quoi la saison la pire en NBA selon vous, au niveau du classement ? Les règles, elles ont changé plein de fois, je vous ai un peu épargné les détails pour pas vous perdre, mais je crois que c'est important d'en parler. Jusqu'en 1965, l'ordre de la draft était simplement l'inverse du classement, avec quelques exceptions. Le dernier avait donc 100% de chance d'avoir le premier choix. Puis pendant 20 ans, c'est le pile ou face. Incroyable ce truc. La pire équipe de chaque conférence s'affronte sur un lancer de pièces. Le dernier a donc 50% de chance d'avoir le premier choix. Ensuite, ça se passait comme avant. En 85, suite au tanking de Houston qu'on a évoqué au début, le règlement change. C'est la mise en place de la loterie, aujourd'hui toujours existante. Les équipes qui ne participent pas aux playoffs ont des chances égales d'avoir le premier choix. Il n'y a alors plus que 14% de chances d'avoir le premier choix quand on est dernier, et donc plus vraiment de raison de tanker. Mais 4 ans plus tard, un nouveau changement, c'est la mise en place d'une loterie pondérée linéaire. Alors fuyez pas, c'est assez simple. En fait, la NBA a estimé que la draft ne permettait plus d'aider suffisamment les derniers. On ajuste alors les pourcentages. Le dernier a 17% de chance d'avoir le premier choix, le 11e a lui 2%. Et là, gros coup de chance, le Magic d'Orlando obtient 2 années de suite le premier choix en étant la 2e pire équipe, puis la 11e pire équipe. Ils avaient 3 chances sur 1000. Beau cadeau, ils décrochent Shaq et Chris Webber. Ce coup du sort pousse la NBA à changer une nouvelle fois le règlement pour donner plus de chance au dernier qui obtient cette fois-ci 25%. Ça va rester globalement comme ça jusqu'en 2019 avant qu'une nouvelle fois la courbe ne soit lissée pour réduire le tanking. Le dernier n'a plus que 14% de chance. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Ça n'a été que des allers-retours entre aider le dernier et empêcher le tanking. Il suffit d'un coup du sort pour que les règles basculent d'un côté ou de l'autre. C'est un peu ce qui se passe cette année. Il y a une accumulation de facteurs. Des équipes avec des blessés qui n'ont rien à jouer, une cuvée de jeunes assez extraordinaire, du coup on crée au tanking de partout. C'est une réalité bien sûr, mais est-ce qu'il faut changer les règles pour une année en particulier ? On arrive à la réforme de cette année. Pour contrer le tanking, les derniers auront moins de chances que les mieux classés. 5% pour les derniers, 8% pour ceux juste au-dessus. C'est assez révolutionnaire au vu de tout ce qu'on vient de voir. Pour la première fois, le dernier ne sera pas le mieux loti, même si c'est de pas grand-chose. Le risque de cette nouvelle réforme, c'est que dans 5 ans, une équipe soit vraiment nulle et n'arrive pas à s'en sortir, et que l'on réajuste à nouveau le format. Alors juste pour info, dans les autres ligues, le tank est moins un sujet en NFL où les effectifs sont bien plus nombreux, on l'a vu, la draft est restée en ordre inversé simple. Ok, il y a des exemples historiques de tanking, une loterie a été installée plus tardivement. Mais c'est un sujet qui fait moins débat qu'en NBA, il y aurait une forme de déni des dirigeants. Je laisse les fans nous en dire plus dans les commentaires. Et au baseball, honnêtement, j'y comprends pas grand-chose. Pareil, les pros, aiguillez-nous. Ok, pour finir, c'est intéressant, je trouve, d'évoquer d'autres propositions pour en finir avec le tanking. D'abord, on peut lire souvent qu'il faudrait supprimer la draft ou mettre en place une relégation. Alors oui, peut-être que Wemby serait quand même allé aux Spurs pour avoir du temps de jeu, par exemple, mais la grande majorité irait là où on paye le plus, dans les grands marchés, les grandes villes. La draft, c'est la promesse que de petits marchés puissent accueillir des talents générationnels. Anthony Edwards dans le Minnesota, Ja Morant à Memphis, etc. Plus de draft, plus d'égalité des chances, c'est alors la promesse d'une ligue dominée par quelques équipes, donc moins bankable. Une proposition que j'ai vue sur une vidéo du 6e homme, c'est d'organiser un tournoi de draft. En gros, l'année se termine, et les équipes qui ne vont pas en play-off, elles jouent un tournoi. L'équipe qui va gagner ce tournoi draftera en premier. Cela rajoute de l'enjeu, des matchs importants en fin de saison, etc. Mais c'est le risque qu'une nouvelle fois, une équipe dernière le reste éternellement. Et aussi pour les joueurs. Quel intérêt d'aller gagner un tournoi où tu gagnes rien, si ce n'est une blessure et potentiellement un jeune talent qui va te concurrencer. C'est possible également de s'inspirer de la WNBA, la ligue féminine. Le classement pour la draft est effectué en lissant les résultats des 2 dernières saisons. C'est dans l'idée qu'une équipe n'aurait pas envie d'infliger un tank long à ses fans. Alors c'est intéressant, mais c'est peut-être mal connaître la détermination de certains gestionnaires. Au moins ça éviterait les tanks opportunistes comme les Pacers cette année. Il y a d'autres propositions liées au calendrier, comme arrêter le classement pour la draft en février par exemple. Du coup en fin d'année, pas de raison de tanker. Le risque c'est de voir de bonnes équipes tanker, puis faire une remontée pour jouer les playoffs. Bref, il y a un tas d'autres possibilités. Je suis tombé sur des choses très intéressantes et beaucoup plus optimisées, proposées par des chercheurs. Mais il faut aussi que ça soit compréhensible par les fans. Si je vous laisse avec ces équations, bon courage pour comprendre les calculs. Je vous en lâche une dernière que j'aime bien, ne pas drafter en fonction de son propre classement, mais parier sur le classement d'une autre franchise. Par exemple cette année, les Wizards finissent derniers, ils lient leur destin aux Nets.
Si l'an prochain les Nets finissent derniers, ce sont les Wizards qui auront le premier pick. Du coup, on récompense bien les derniers, mais on tire tout le monde vers le haut. Il y a un petit risque de magouille et d'arrangement, pas forcément les bienvenus en ce moment en NBA. Au final, est-ce que le mieux, ça serait pas de rien changer en fait ? La Ligue est en pleine croissance, va accueillir 2 nouvelles équipes bientôt, va sûrement s'exporter en Europe. Il y a aussi quelques problèmes qui se montrent, comme la hausse des suspicions de paris truqués, où des joueurs et des coachs seraient impliqués. Des choses qui sont pour le coup punies par la loi. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça. Ce système repose sur la draft, mais les jeunes ont maintenant plutôt intérêt à rester en université plutôt que de rejoindre les ligues majeures. J'ai fait cette vidéo qui vous parle de ça plus en profondeur. Sinon, pensez à liker, à vous abonner, à booster depuis vos portables et à vous exprimer dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. À la prochaine!